Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table. Décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, Monsieur, bonjour. Voilà donc maintenant une semaine que la Russie a débuté son invasion de l'Ukraine et rien n'indique que la guerre est près de se terminer. On sait en effet aujourd'hui que Vladimir Poutine a pour ambition d'annexer entièrement le pays, en prendre le contrôle via un gouvernement fantoche après en avoir chassé les dirigeants actuels. C'est la première fois depuis 1945 que l'Europe est ainsi confrontée à un conflit aussi meurtrier et destructeur, avec des villes entières qui sont bombardées. Déjà, plus d'1 million de réfugiés ont franchi la frontière polonaise, fuyant les combats et trouvant asile aussi bien en Pologne, en Hongrie, en Allemagne qu'en France, pour ne citer que ces quelques pays. Autant de réfugiés qui devront être accueillis durant plusieurs mois, à n'en pas douter, voire plusieurs années, ce qui ne manquera pas de poser de nombreuses difficultés aux pays concernés. On évoque par ailleurs un bilan déjà extrêmement lourd de plusieurs milliers de victimes, autant ukrainiennes que russes, et une aide humanitaire importante va être nécessaire afin de porter secours à la population ukrainienne qui vit recluse chez elle, dans les abris ou les couloirs du métro, afin d'échapper aux tirs de missiles. Enfin, les conséquences économiques d'une telle guerre ne vont pas tarder à se faire sentir, en Europe, mais aussi en Russie, du fait des sanctions mises en place par les pays occidentaux. La Russie, où le rouble a déjà été dévalué de plus de 30%. En Europe, l'essence, les céréales, le gaz notamment, ont déjà vu leur prix flamber, et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Tels sont donc quelques-uns des sujets que nous allons évoquer ce midi avec mon invité Ibrahima Thiam, homme politique sénégalais, candidat aux législatives de juillet prochain et futur candidat aux élections présidentielles sénégalaises de 2024. J'ajoute qu'il est aussi l'auteur de 2 ouvrages, Un nouveau souffle pour le Sénégal et Ma part de vérité. J'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui Ukraine, la guerre de tous les dangers. Ibrahima Thiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Même si l'actualité internationale, en particulier européenne, n'est pas sans nous inquiéter quant aux conséquences multiples qu'elle fait peser sur l'ensemble du monde. Justement, cela me conduit à ma première question. Ne redoutez-vous pas que l'aide des pays africains venant du Nord n'ait à souffrir de la guerre en Ukraine? Je pense en particulier aux 5 millions de réfugiés potentiels que devra peut-être accueillir demain le continent européen. Il est évident que la solidarité va devoir jouer à plein pour les Ukrainiens, qui, quoi qu'en dise Vladimir Poutine, sont des Européens, même s'ils n'appartiennent pas à l'Union européenne. Ils ont d'ailleurs demandé cette semaine officiellement leur adhésion lors d'une communication du président Zelensky au Parlement européen. Cette solidarité va concerner aussi bien les besoins en logement, en nourriture, en habillement, etc. Et sans doute pour un long moment. Et puis un jour, il faudra bien penser aussi à reconstruire toutes ces villes détruites par les bombardements de l'armée russe. Donc oui, vous avez raison,
l'Europe va devoir mobiliser d'importants moyens en faveur d'un pays ami. Et cette mobilisation économique et financière n'étant pas extensible à l'infini, elle devra faire des choix et revoir sans doute certaines aides financières. C'est d'autant plus vrai que face à ce nouvel ordre mondial qui se dessine actuellement sous nos yeux, certains pays comme la France, mais aussi l'Allemagne, ont prévu d'augmenter dans des proportions significatives leur budget de défense. On parle de 100 milliards d'euros rien que pour l'armée allemande. Là encore, vous avez raison. Au-delà des choix dont je parlais, les Européens vont devoir faire face à de nouvelles priorités, dont celles que vous mentionnez. Et cela ne sera pas sans conséquence pour leur propre programme de développement en direction des pays du Sud. On ne mesure pas encore l'impact que va avoir cette guerre en Ukraine sur l'état du monde au cours des semaines et des mois à venir, tant sur le plan économique, financier, social. Cette guerre va avoir des répercussions insoupçonnées, à commencer par un bouleversement des relations internationales. J'imagine que vous faites allusion à Vladimir Poutine, qui aux yeux de beaucoup de chefs d'État est devenu infréquentable avec ce qui se passe actuellement. Joe Biden lui-même l'a qualifié de dictateur et son acte est pratiquement condamné unanimement. En effet, et quand il ne l'est pas franchement, c'est le cas de la Chine par exemple. Celle-ci, lors d'un récent vote à l'ONU, a préféré s'abstenir, montrant qu'elle gardait une certaine distance à l'égard de la Russie. D'autres, comme la Turquie, jouent un double jeu, soutenant l'Ukraine sans toutefois véritablement entraver, comme ce pays lui a demandé, le passage de navires de guerre russes dans le Bosphore. Est-ce que vous ne déplorez pas qu'en dehors de quelques pays, comme Cuba ou la Corée, dont on est habitué à les voir soutenir traditionnellement la Russie, plusieurs pays africains se montrent particulièrement complaisants à l'égard du régime de Vladimir Poutine? Cette question va me permettre de préciser ma position sur ce sujet. Car en effet, si je comprends que depuis les indépendances de nos pays, dans les années 60, il y a eu de tout temps de bonnes relations avec la Russie, où de nombreux officiers ainsi que des étudiants ont été se former. Il y a aujourd'hui un glissement pro-russe qui pose question. Incontestablement, depuis quelques années, sous l'influence de Vladimir Poutine, la Russie cherche à redevenir l'empire qu'elle fut jadis, autant sous les tsars qu'au temps de l'URSS. Et cela suppose des interventions de plus en plus nombreuses en dehors de ses frontières. C'est le cas au Moyen-Orient, où désormais elle est solidement implantée en Syrie avec le soutien qu'elle a apporté à Bachar el-Assad, où elle possède désormais une très importante base aérienne et un port de guerre maritime permettant à ces navires de se ravitailler et de circuler en Méditerranée. Mais c'est aussi vrai dans certains pays africains comme la République centrafricaine, où ces mercenaires du groupe Wagner soutiennent, protègent le pouvoir en place, en particulier le président Touadéra. Plus récemment, ce même groupe Wagner s'est installé au Mali à la demande de la junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta, soi-disant pour lutter contre les djihadistes et en remplacement du dispositif français de Barkhane qui va quitter le pays. Mais plutôt pour protéger là aussi le régime militaire au pouvoir à la suite des deux côtés-là. Précisément, et dans ces deux cas, il se dit que les mercenaires russes ont obtenu de ces deux États, en guise de paiement de leur présence sur place, des concessions minières. Justement, l'objectif de Poutine est double. Étendre son influence politique
en favorisant le départ des Français, suite à des campagnes de déstabilisation, installer une force militaire dans ces pays et profiter des ressources du sous-sol. Le patron de Wagner est à la tête de plusieurs autres sociétés, dont des sociétés minières, et sur le terrain, avec les mercenaires, il y a aussi les géologues qui sont là pour évaluer les capacités d'extraction des différents minerais. Beaucoup d'Africains ont l'air de trouver tout cela naturel. Ils ne s'en rendent pas compte qu'ils sont en train d'être vassalisés par la Russie. Ce n'est pas la peine d'avoir obtenu notre indépendance et aboli le système colonial français, portugais, allemand, anglais, si c'est pour 60 ans plus tard confier les clés du camion à la Russie. Or, c'est actuellement le risque. Certes, les interventions américaines en Afghanistan, en Irak, françaises en Libye, sont plus que contestables. Mais ce n'est pas une raison pour fermer les yeux sur ce qui se passe en Ukraine. Certains de ces esprits en arrivent même à dire que demain l'OTAN pourrait servir à recoloniser l'Afrique après que la Russie, affaiblie, ait elle-même adhéré à cet organisme. C'est du délire. Justement, j'évoquais les réunions à l'ONU. Or, à cette occasion, beaucoup de pays africains se sont abstenus, y compris le Sénégal, qui a toujours veillé à sa neutralité, de condamner la Russie, au point qu'on évoque une certaine poutinophilie. Qu'en dites-vous? J'ai observé, tout comme vous, cette évolution. Beaucoup d'Africains voient aujourd'hui Poutine comme quelqu'un qui, en tenant tête à un Occident jugé arrogant, venge leur propre frustration. Mais en raisonnant ainsi, c'est faire fi du droit international. On ne peut pas soutenir une guerre au prétexte de contentieux passés, aussi lourd soit-il. Excusez-moi, mais c'est absurde. Si les Africains autorisent aujourd'hui des violations territoriales en Europe, la mise en cause de la souveraineté des pays, la liberté des peuples à choisir leur destin, comment pourront-ils en appeler à la communauté internationale s'ils viennent eux-mêmes à être victimes d'agissements belliqueux de certains de leurs voisins? Quelle crédibilité aurait-il? Pour autant, cela suppose aussi que les Occidentaux n'aient pas une indignation sélective, qu'ils ne ferment pas les yeux, par exemple, devant l'annexion par Israël de certains territoires palestiniens. Nous voyons aujourd'hui se redessiner un nouvel ordre mondial où la Chine est appelée à devenir la première puissance mondiale en remplacement des États-Unis, où l'Inde, la Turquie, le Pakistan, le Brésil, mais aussi certains pays africains vont jouer un rôle de plus en plus important sur le plan géopolitique et géoéconomique. Il y a aussi de gros enjeux stratégiques à partir des ressources naturelles qui se raréfient, comme l'eau et le pétrole. Nous allons assister à de grands bouleversements et il n'est pas nécessaire d'ajouter de nouvelles crises à celles déjà existantes ou prévisibles, comme le réchauffement de la planète, par exemple. Le monde d'aujourd'hui est devenu plus dangereux, plus violent, et les dirigeants politiques ont le devoir de dialoguer, de négocier, afin de juguler les périls grandissants que nous devons affronter. N'oublions jamais que la diplomatie est le dernier recours avant toute guerre. Je voudrais aussi dans cette émission que nous évoquions la situation rencontrée à la frontière polonaise par certains Africains fuyant l'Ukraine. L'Union africaine elle-même s'est inquiétée d'une forme de racisme à l'égard de ces réfugiés. J'aimerais connaître votre action à ce sujet. Je vous remercie, Jean-Yves Duval, d'évoquer ce sujet, qui est passé un peu sous silence du fait de la gravité de la situation. Un certain nombre de ressortissants du Nigeria, d'Afrique du Sud notamment, des étudiants pour la plupart, ont en effet parfois empêché de traverser pour se mettre à l'abri,
alors qu'ils fuyaient les combats en Ukraine. Leur appliquer un traitement différencié et choquant est inacceptable. Les citoyens africains doivent être traités avec la même dignité que les autres. Il y a eu des cas de maltraitance d'Africains de la part des policiers ukrainiens et même des refus d'entrer en territoire polonais par des fonctionnaires de ce pays. C'est inacceptable. Et j'espère que ces comportements inacceptables n'ont plus lieu aujourd'hui. Selon les conventions de l'ONU, on doit s'interdire toute différence, quelle que soit la couleur de sa peau ou de son passeport. Au juste de combien de réfugiés africains parle-t-on? Le savez-vous? Près d'1 million d'Ukrainiens ont fui leur pays ces derniers jours. S'agissant des Africains réfugiés, on évoque près de 4500 personnes de différentes nationalités, kenyanes, ivoiriennes, ghanéennes, congolaises ou nigérianes. Oublions momentanément la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences dramatiques avec cette question qui a trait au Sénégal. Une question d'actualité donc. L'imam de Sérigné, Lamine Sall, a affirmé sur le plateau d'une chaîne de télé sénégalaise où il était invité, je le cite, que les catholiques étaient condamnés de la même façon que les francs-maçons et les juifs dans l'islam. Comment réagissez-vous à ces propos jugés par beaucoup comme choquants? Le Sénégal est un pays où nous n'avons jamais connu de guerre de religion, où les catholiques coexistent pacifiquement et en bonne intelligence avec les musulmans, comme les animistes également. Dire, comme il le dit, qu'il n'y a que les musulmans et les mécréants est stupide, offensant et inadmissible. En outre, ces propos sont discriminatoires. Ils n'honorent pas leur auteur. Nous avons la chance d'avoir au Sénégal un grand esprit de tolérance, comme également une tradition démocratique, pacifique. Et nous devons tout faire pour préserver cette cohésion nationale. Tout propos ou attitude visant à la mettre en danger est à bannir. Permettez-moi cette ultime question pour conclure. Elle concerne votre voisin, le Mali, où une délégation de la CEDEAO est une nouvelle fois revenue la semaine passée de Bamako, sans parvenir à un accord avec la junte au pouvoir. Le Mali va-t-il pouvoir supporter longtemps les sanctions qui lui sont infligées par la communauté internationale? Je précise d'abord que la position de la junte de rester au pouvoir 5 ans de plus que la transition ne lui permettrait est inacceptable. La CEDEAO serait, je crois, disposée à accepter un compromis de l'ordre de 16 mois maximum. Mais pour le moment, le colonel Koïta campe sur ses exigences et ne veut faire aucune concession. Il y a donc un blocage. Jusqu'à quand? Difficile à dire. Mais je vois mal le Mali résister longtemps aux pressions financières qui appauvrissent son économie déjà fragile. Et ce n'est pas les quelques mesures artificielles auxquelles il recourt pour contourner cet embargo qui vont être efficaces dans le temps. Il faut que le Mali redevienne le plus vite possible une véritable démocratie et que des élections libres redonnent la parole au peuple. Et le plus tôt sera le mieux. Eh bien, ce sera le mot de la fin, si vous le voulez bien. Merci, Ibrahim Mathiam, de nous avoir apporté votre éclairage sur cette terrible guerre européenne qui se déroule en Ukraine et aussi ses effets collatéraux. Souhaitons que les paroles de bonne volonté finissent par l'emporter sur le bruit des canons, car l'humanité, n'en doutons pas, dans son ensemble, aspire à la paix. Souhaitons-le, en effet, car la guerre engendre des atrocités en tout genre, des grands malheurs et une profonde misère pour les victimes. Il me reste maintenant à vous remercier de nous être fidèles chaque semaine, et vous êtes nombreux à en croire d'ailleurs les réactions dans les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Carte sur table, même lieu, même heure, et d'ici là, portez-vous bien. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table.
Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.